Merci de m'accueillir. Donc moi, je suis médecin hospitalier en médecine d'urgence à l'hôpital de Rodez en Aveyron depuis 5 ans. Avant, j'étais infectiologue interniste à Montpellier pendant 30 ans. Je fais de la médecine solidaire depuis très longtemps sur l'accès au droit, l'accès aux soins. Donc ce pourquoi vous vous battez ici me parle beaucoup. Je ne tiens pas à être encarté, quoi que ce soit, parce que le fait de ne pas avoir d'étiquette dans le monde aujourd'hui, c'est quand même un peu intéressant quand on essaie de rencontrer les politiques. Parce que depuis donc le mois de février, où je suis revenu de Gaza, où j'ai passé 15 jours avec des collègues jordaniens et américains, on n'est que dans le plaidoyer. On essaie de repartir là-bas sans aucun succès. Les collègues qui sont partis la semaine dernière sont bloqués à 3 km de la frontière, qui a été créée au sein même de Gaza. Et je viens de recevoir un message il y a 10 minutes pour quoi il y a eu de nouveau 40 morts de bombardements massifs dans le camp d'Al-Nusayrat. Donc c'est vraiment juste odieux. Il y a au moins 40 000 personnes qui sont complètement affamées et qui ne peuvent pas accéder aux soins. Il n'y a plus que 2 hôpitaux complètement détruits qui tournent un tout petit peu avec deux médecins dans chaque hôpital, dans le nord de Gaza, et tout ça dans un silence international absolument terrible. Voilà. Donc la question, c'est comment cette situation-là, qui commence à apparaître de plus en plus, c'est-à-dire que maintenant, apartheid, colonisation sont clairement ciblés donc, par l'ONU, clairement ciblés par la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Le mot génocide fait encore beaucoup peur à tous les politiques que l'on rencontre, et il avance quand même doucement. La rapporteure spéciale de l'ONU au mois d'octobre, l'Assemblée générale de l'ONU, le rapport d'Amnesty International il y a quelques jours, font que quand même petit à petit, les gens commencent à réaliser qu'il se passe quelque chose d'extrêmement grave. Les différents politiques que je peux rencontrer, là, les 2 derniers, c'était 2 députés de l'Aveyron macronistes. Ils n'ont pas le même discours qu'il y a un mois et demi, quoi. Ils commencent à sentir que le vent est en train de changer un peu, et donc on sent quand même qu'ils sont beaucoup sous pression. Ils ont une énorme pression donc d'un lobby pro-gouvernement israélien, je dirais pas juif parce que c'est pas du tout une histoire de religion, tout ça, c'est une histoire de colonisation et qui est clairement exposée dans le droit international, donc d'un pays colonisé depuis maintenant plus de 75 ans, par non-respect du droit international. Et quand on va là-bas, les collègues médecins sont contents de nous voir, parce qu'on amène des médicaments, on amène un peu de fraîcheur, mais ils nous disent « repartez chez vous », parce que le problème que l'on vit depuis 75 ans, c'est en raison de votre silence, en raison de votre hypocrisie. Donc retournez chez vous, parce que le travail est à faire. Vos citoyens ne comprennent pas que ce que l'on vit, c'est la non-application du droit, que ce n'est pas une guerre, que ce n'est pas un conflit, mais que c'est une colonisation. Et que cette colonisation, par le droit international, on a le droit de résister. Et même les personnes que l'on vénère aujourd'hui, qui ont été les résistants, à l'époque étaient nommés terroristes, que ce soit d'un Jean Moulin, un Mandela et bien d'autres. Voilà la question qui se pose aujourd'hui. Alors, bien entendu, ce qui s'est passé le 7 octobre est atroce. Et bien entendu, il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui doivent être poursuivis. C'est pas moi qui le dis, c'est le Hamas qui le dit au mois de janvier dans sa publication, en disant que c'était pas du tout notre objectif. Il y a eu des débords, il y a eu des abus. Nous demandons une commission internationale, nous demandons une enquête internationale, et nous voulons être poursuivis si tous ces faits sont confirmés. Mais quand même, ce qui se passe depuis, c'est que ce qui est exposé de manière explicite par la Cour internationale de justice depuis le mois de janvier, c'est une entrée donc d'une commission indépendante donc sur le territoire de Gaza et de Cisjordanie pour aller vérifier les faits, avoir une autre narration que celle de l'armée israélienne et du gouvernement israélien, n'est pas possible. Et ça interroge. Voilà où on en est. Donc soigner, c'est prendre soin de nos patients. Moi, je suis aux urgences, donc tout ce dont vous parlez, je le vois. Je travaille aux hôpitaux en périphérie. Vous êtes probablement en périphérie aussi. Ils tournent quand même beaucoup grâce à des personnes qui ont vécu la colonisation dans leur vie ou qui la vivent encore aujourd'hui en France. Parce que franchement, pour être proche d'eux depuis 1 an et demi, c'est quand même très compliqué d'être racisé. Et d'être un peu musulman quand on est dans les hôpitaux français ou un peu partout en France. Moi, je suis affolé. Sur les 150 médecins de mon hôpital à Rodez, il y en a 5 qui suivent. Et les autres, il y en a 3-4 qui m'interpellent dans les couloirs très discrètement. Mais la communauté musulmane qui est broyée de l'intérieur n'arrive pas à ouvrir la bouche. Ils ont peur.
Ils ont peur, comme la communauté des imams et la communauté musulmane. C'est valable aussi pour les chrétiens. En ce moment, moi, je suis en train de travailler. Alors, je sais que vous êtes très laïque ici, donc il n'y a pas de souci, je ne vais pas parler de ça. Mais je me suis dit quand même, c'est quand même un peu dommage que, d'un côté, on a un pape qui disent des choses, qui tous les jours, depuis le 7 octobre, téléphone à la paroisse de Gaza, tous les soirs. Et là, qui est allé vénérer un petit Jésus dans un kéfier. Donc c'est bien quand même signifier des choses. Et dans les églises, il n'y a rien, c'est silence complet. Donc avec d'autres, on essaie d'interpeller aussi, après avoir interpellé donc, les imams, interpeller aussi les autres religions, même si, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'on n'a qu'un seul narratif qui nous est proposé depuis le début, et que ce narratif n'est pas du tout ouvert à d'autres narrations. Nous, on est témoins directs, c'est-à-dire que nous, on a vu directement l'intention génocidaire confirmée. On a vu une action terroriste d'État qui terrorisait une population quand on était au mois de février. Je vous assure que c'est compliqué de vivre avec des drones en permanence, des bombardements constants à 300-500 mètres de vous, de recevoir des enfants déchiquetés, de recevoir des enfants blastés, des femmes enceintes. On l'a vu. On n'a pas vu un seul combattant, on n'a pas entendu un seul discours de haine. Je vous ai ramené là des liens, je ne vais pas tout vous montrer là parce que c'est un peu long, mais moi j'y suis allé comme médecin, mais aussi comme témoin. Donc moi j'anime une émission radio sur mon village pour donner la parole aux paysans, et là j'ai donné la parole aux Palestiniens que j'ai rencontrés. Et ils nous disent des choses importantes, que ce soit des soignants, que ce soit des patients, que ce soit des responsables administratifs. Ils nous disent, on ne veut pas votre pitié, on ne veut pas de la charité, on veut simplement que le droit soit respecté, qu'on puisse vivre enfin en respectant nos droits. Donc ça rejoint votre combat syndicaliste, parce que clairement, dans notre quotidien, c'est bien ce qu'on vit. On vit une oppression par des directions qui ne comprennent rien à ce qui se passe dans le soin, et au quotidien, on est quand même dans une souffrance, parce que les équipes qui aiment leur métier, qui aiment les patients, ne se retrouvent pas dans un truc où finalement on est obligé de laisser des patients sur des brancards toute la nuit parce qu'il n'y a pas de lit en aval, parce que la direction qu'on appelle une fois, deux fois, trois fois, tape en touche à chaque fois, et que c'est honteux. Et donc on est quand même dans quelque chose d'un peu similaire, c'est-à-dire que là-bas, les soignants sont des cibles, les patients sont des cibles, les hôpitaux sont détruits, et le monde est détruit, tout est détruit. Moi, vous pouvez pas écouter tous les témoignages, je pourrais le faire chez vous. Franchement, il y a 8 audios très intéressants, donc de soignants sur place et de leurs familles. Il y a aussi les audios des médecins avec lesquels j'étais, dont un médecin qui m'a beaucoup touché, qui est né à Gaza, à l'endroit où j'étais, à Khan Younis, qui a quitté Gaza à l'âge de 10 ans, et qui était parti faire ses études de neurochirurgien pédiatrique aux États-Unis, et qui venait opérer là ses premiers patients. Et donc il était dans une émotion extrêmement importante, et puis comme neurochirurgien pédiatrique, vous imaginez bien qu'il a vu ce qu'il fallait pas voir, et donc on a transmis, dès qu'on est rentré, tous les éléments de preuve à la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, aux avocats de Sud-Afrique, d'Afrique du Sud, et bien entendu, mais son témoignage est très touchant. Comme vous pourrez trouver aussi, donc je vais vous montrer un QR code et puis un lien, donc avec toutes les vidéos qu'on a montées, donc vous ne verrez pas les visages de ceux qui parlent, parce que bien entendu c'est extrêmement dangereux. Vous verrez donc, et vous entendrez des voix palestiniennes, vous verrez l'hôpital européen et Khan Younis et d'autres lieux. On a flouté la plupart des images, mais il y a quand même quelques images qui sont troublantes, ne le regardez pas avec des enfants, au moins pour une partie d'entre elles, mais ce sont des outils extrêmement importants pour oser parler de ça. Parce que notre souci ici en France, plus qu'en Belgique, plus qu'en Suisse, dont je reviens, moins qu'en Allemagne, parce que la répression est trop importante, et la culpabilité aussi, c'est qu'on n'ose pas en parler. On n'ose pas en parler parce que Dupond-Moretti, le 10 octobre, a posé quelque chose de complètement castrateur, qui est venu tout mettre sur le thème d'antisémitisme, apologie du terrorisme. La recontextualisation est dangereuse, alors que, clairement, l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Clairement, ça fait des décennies que ce peuple souffre et meurt dans le silence le plus complet. Juste à titre d'exemple, entre le 1er janvier et le 7 octobre, il y a eu 150 morts du côté palestinien par les exactions des forces armées israéliennes, en Cisjordanie. Personne n'en a parlé. Il y a 10 000 otages, qui sont dans des prisons sans aucun jugement. Voilà. Donc on est quand même dans des situations qui sont non respectueuses du droit. Donc ici vous vous battez, je pense, parce que vous arrivez à être ensemble pour faire face, faire tenir bon, en appliquant quand même
que le droit soit appliqué, le droit du travail, la reconnaissance du travail, d'éviter d'être comprimé par des forces qui nous dépassent. Et on a besoin des uns des autres. C'est-à-dire que clairement, s'il n'y a pas une dynamique citoyenne et s'il n'y a pas une dynamique ouvrière, s'il n'y a pas une dynamique des gens du travail qui connaissent le travail et qui ont besoin aussi d'être en solidarité avec d'autres qui sont en train d'être massacrés, on n'y arrivera pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le droit international a bougé là de manière assez extraordinaire au cours des 8 derniers mois et que les dynamiques citoyennes qu'on est en train de mettre en place un peu partout en Europe et dans le monde, c'est-à-dire de faire mémoire des positions des uns et des autres, d'enregistrer ce qui est dit en termes de propos qui aident, encouragent ou facilitent apartheid, colonisation ou intention génocidaire. Cette mémoire et ce miroir que l'on met en place commence à avoir de l'impact et en aura de plus en plus. Mais ce miroir, il vient nous interpeller chacun dans notre capacité à se laisser choquer par ce que l'on entend en disant mais ça c'est pas correct et à le signaler. Donc je vous parlerai d'une petite action, là, d'une grande action qu'on essaie de mettre en place au niveau international qui s'appelle Stop Impunity pour justement rappeler qu'on est quand même chacun responsable de ses propos et que peut-être on n'attendra pas cette fois-ci 10, 20 ou 30 ans avant de reconnaître que c'est un génocide et que peut-être nos enfants ou nos entourages ou les citoyens attentifs à leur conscience et les étudiants, beaucoup d'étudiants, nous diront mais qu'est-ce que vous faisiez il y a 2 ans quand il se passait ça? Vous n'étiez pas au courant? Vous n'aviez pas les informations? Voilà. Donc on travaille ça. Je sais qu'il n'est pas tout à fait de votre bord, il n'est pas trop de mon bord non plus, mais on a rencontré Dominique de Villepin il y a 1 mois et demi, pendant 2 heures, et on lui racontait les différentes stratégies de plaidoyer dans lesquelles on était. Et il nous a dit utilisez celle-là, parce que je l'ai connu avec l'Irak, pour lequel il s'était quand même clairement positionné. Et il nous a dit si vous arrivez à faire quelque chose pas étiqueté, pour ça que je ne prends pas ma carte, pas étiqueté LFI, pas étiqueté syndicat, pas étiqueté pro-palestinien, donc quittez les drapeaux, quittez les logos, soyez citoyens attentifs à la conscience et au droit, et ça va payer. Donc voilà, c'est un peu ce que je viens vous présenter ce soir. Donc, ce que je vous propose là, on est jusqu'à quelle heure? Il est 18h. Très bien. Donc on a 35 minutes. Ce que je vous propose, qu'on ait le temps de discuter un peu, c'est quand même de donner d'abord la voix aux Palestiniens. Donc, je vous laisserai tous les documents, franchement, c'est une mine, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc c'est des enregistrements et des vidéos enregistrées à Gaza au mois de février, d'autres enregistrées par nos équipes depuis le mois de février, avec des images parfois compliquées à Nasser et autres. Mais c'est aussi les enregistrements, audio et audio surtout, d'une virée européenne qu'on a faite il y a 4 semaines avec des jeunes avec lesquels on travaille sur la mobilisation citoyenne au niveau européen. Donc on est allé en Suisse, en Allemagne, en Belgique, et on a rencontré des Palestiniens qui sont européens comme nous, qui travaillent comme nous, et qui sont dans un discours qui vient vraiment interpeller. Donc si on a le temps, je vous propose juste, en fait, 2 petits montages de 4 minutes avec des images, et un petit montage de 4 minutes sans images. Ça fera 12 minutes. Mais je pense que ça va permettre d'éclairer, ça nous laissera 20 minutes de discussion après. Donc, ouais. Oui, je pense qu'on éteint. Ouais, The hospitals are filled of refugees, are filled of patients who are treated on the ground. Our local teams are very tired. They are the same doctors who are dealing with the patients every single day. A lot of our teams, they lost their life. We have lost our colleague. He was bombed inside his home with the rest of his family. 25 persons were dead. We have lost 3 doctors. There is not enough sedation. There is not enough analgesia for patients. There is not enough medication, even outside for chronic medical illness patients.
We have no longer anticonvulsant therapies, even analgesics, and the out pharmacies the patient could not buy. Spread of infection, flu-like illness, pneumonias, skin diseases as scabies, hepatitis A. There is no bed for the patient, even the third one as a patient with cancer, sepsis, injured patient. The nature of injuries are severe. We receive mainly traumatic brain injuries, explosive penetrated abdomen and thoracic injuries, and a lot of orthopedic patients, crushed limbs. Many of them arrive in hemorrhagic shock. Some of them stay under rubble for days. Unfortunately, we lose them because we are lacking of a lot of things here in our hospital. The humanitarian situation is critically bad. We have another problem of shortage of equipment, medical equipment and instruments, especially surgical equipments and blood products, fluids, analgesics, and the whole stuff is shortage because there's a huge number of blessed patients need a lot of medication, need a lot of resuscitation that we don't have previously. Please, our first need is to cease fire. Please cease fire. Stop this massacre. Stop this genocide. Stop. Please save the rest of civilians in Gaza. No one can believe what happened. We flee. Nowadays, everything can change and suffering. We have no hands in our relations with any party, whatever. We are just peaceful. Nowadays, the people starving, cannot find even clothes. The prices getting massively up. And the people to not knowing where we are going to move or what is going to happen to us in the future. People in dire need of psychological support, healthcare support, going home to their own houses. This is a main goal. If you ask all the people here, they want to go back to their houses safely, even in a tent, and wait it to be built up again, once again in the future. We are a human being as Israeli people, not animal as Netanyahu described us. We are human beings. Lost everything, health, food, work, study, no future. We need peace between us and Israeli people. Our people at Gaza Strip, we need your assist, please. We are killed, we are destroyed. We need your support and your assist, please, as quick as possible. We need any hand. We need every hand which can help, but we are very, very tired. This is not a normal condition. So please just try to be simple because we are just a human. We are also doctors. We try to help our patients. You should support the local team. You should respect the dignity of the teams because it's just the war, and the war has broken every single hope in our minds. Un jour de liberté à Gaza, un jour de paix, Inch'Allah. Donc ça, c'était au mois de février, à l'hôpital européen à Khan Younes, donc dans le sud. On était donc à plus de 5 mois déjà du conflit. Vous imaginez la situation aujourd'hui, donc dans le sud bien entendu, mais surtout dans le nord. Déjà dans le nord, c'était extrêmement compliqué à l'époque. Donc vous verrez dans les vidéos si vous téléchargez, donc si vous suivez le lien, donc il y a des vidéos du nord aussi qui ont été faites par nos équipes qui ont pu rentrer donc à partir du mois de mai. Mais malheureusement, depuis que Rafah a été envahi donc le 7 mai, les entrées d'aide médicale, les médicaments, les dispositifs rentrent vraiment au compte-gouttes et on ne peut plus rentrer dans le nord depuis fort longtemps. Donc on devait partir par exemple début octobre, on a été coupé 2 jours avant et c'était juste avant que ça attaque de manière terrible. Donc on est vraiment dans une situation absolument dantesque. Les quelques collègues qui ont pu rentrer là sont bloqués à quelques kilomètres du nord et ils n'ont pas le droit de rentrer avec des médicaments, ils n'ont pas le droit de rentrer avec les échographes qui permettent de travailler comme aux urgences alors qu'on avait un programme de formation en cours. Donc on est vraiment dans quelque chose de dantesque, quoi. Une agression absolument dingue de forces armées sans aucun contrôle, et c'est eux qui contrôlent les points de passage, et tout ça sans aucune vision
écouté, entendu, parce que les témoignages, on en a beaucoup, mais malheureusement, quand on est un peu trop racisé, on est de la partie et donc on n'écoute pas trop les témoignages. Tous les politiques que j'ai pu rencontrer ou les médias avec lesquels je discute ne vont pas se renseigner sur Al Jazeera. Si vous n'êtes pas allé voir Al Jazeera Investigation, allez-y, il y a un reportage d'1 heure qui est bien construit, qui rapporte quand même aussi beaucoup la parole israélienne. Et ça fait vraiment changer les représentations. Donc ça commence à s'ouvrir un peu. Le deuxième, j'y ai associé le témoignage de Wael. Wael, c'est un collègue interniste avec lequel j'ai travaillé l'année dernière au mois d'avril à Tulkarem et en Cisjordanie, associé à d'autres témoignages, parce qu'il nous dit quelque chose du rapport à la violence, du rapport à la non-violence et de la responsabilité de l'Occident et de chacun de nous pour que ça change. Hi, I am from Gaza Strip. I work at Ministry of Health as a nurse. The first of this war, I start working as a nurse at European Gaza Hospital. At this hospital, there is a lot of injured person and displaced people. The situation is very, very bad. We need your support, please, and your protection to our family, children, patients, and healthy teams. All our buildings is destroyed, and we need safety. There is no food, no water, no medication. For French people, please, thank you for your support and please stop bombing if you can. Thank you very much. I'm Dr. from MOH. It is very difficult because insufficient beds and insufficient staff. The patient is complaining we don't have the suitable service for the patient because we don't have enough staff to care with this wounded patient. You know, we have a big waiting list for the injury. Regarding for field hospital, we transfer some cases for the field hospitals. We don't have enough subspecialty like neurosurgery, vascular surgery, chest surgery. If we operate these cases, don't have a good post-op care because the doctor is and the professional not enough to make round for this patient as a post-op care. Our hope to have peace and the safe for the patient and the family and for the kids and for our family as a staff. All of us, we don't have home and now without home. So we have a difficult life and difficult situation. Please try to help us. I am a doctor of internal medicine. We are dealing with checkpoints all around. Sometimes we are doing for our work for about hours. Sometimes closed the checkpoint all the day and we cannot go to our work. Every week, twice or more, they came to village here and they start firing. At night, at morning, there is forcing us to be stressed. They can shoot you for any reason. If you are going in your car and you cannot stop at the moment that they told you to stop, they can shoot you. We are feeling very, very bad for that. And at the same time, we are here in the West Bank. They are making the same policy with us, but not aggressively like that in Gaza. Now they are preventing us to go to our lands. Some settlers coming with their guns all the time. If I am going to my work and I see one of them, he is injured or suffering, because I am a doctor, I will stop near him and try to help him. This is my job. I know that his job is to kill, but my job is to help him, not to kill, to help him as a human being. The only thing that you can help us is to make the people in the Western countries know the truth about our life. About 75 years, they are taking the information from the Israeli part. If you want to make people live peacefully, you have to give the people their rights. We are human beings. We are human beings. We are not animals, as they said. We want to live and we want to see our life as the other people. After 146 days of war, now the opinion started to be changed. In America, they are speaking about, why, for 7 October, what happened? And now in the European countries, they didn't want to give us any rights. They want to see us all the time suffering and to be in stress.
the American leaders and European leaders must know that there is no peace in this region without taking the Palestinian their rights. And when they give us our right from this side, we can make our election and we can make our leaders. When there is peace, the leader who is coming must focus his job only for the development of our infrastructure and our people. We are not looking for war. We are looking for peace, and but our peace not to be nothing, be people and to be nation. Il y a une histoire que je peux partager quand j'étais enfant. J'avais 10 ans. Mon professeur, quand je lui ai dit que je venais de Palestine, elle m'a dit que la Palestine n'existait pas. Et j'ai essayé de lui dire, non, la Palestine existe parce que je suis ici. Donc, je suis la preuve même de l'existence de la Palestine, parce que je suis ici en vie devant vous. Mais elle n'arrêtait pas de me dire que non, elle n'existe pas. Et je pense que cela a beaucoup changé ma façon de penser. Ce qui est important pour nous, Palestiniens, c'est de continuer à penser à notre identité. Et de penser à quel point il est important de rester fidèle à notre identité parce que personne ne peut vous enlever votre identité. Les gens peuvent vous enlever votre pays, votre maison. Personne ne peut vous enlever votre façon de penser, votre culture ou votre identité. Et je pense qu'il est important que nous transmettions cela. Et c'est ce qui nous rend forts sur plusieurs aspects. Quel est votre espoir? Mon espoir? Mon espoir est que ma famille qui vit à Gaza soit en sécurité, que les gens de Gaza soient en sécurité et que la souffrance soit. Je ne sais pas de quelle manière, mais pas seulement leur souffrance physique, aussi leur souffrance mentale, d'une manière que nous puissions l'effacer de leur esprit. Et mon espoir est que le monde se réveille. Suite aux atrocités qui se passent en Palestine en ce moment, et qu'ils voient les Palestiniens comme des êtres humains, et qu'ils voient qu'ils sont égaux comme tous les autres humains du monde et qu'ils ont de la valeur et que leur sang est le même sang. Comme toutes les vies humaines, c'est le même sang, donc c'est pareil. Il y a quelque chose de particulier ici en Allemagne. Nous perdons un peu espoir qu'il y ait de l'humanité chez les Allemands, parce qu'ils détournent trop souvent le regard. Juste aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de Palestiniens et tous sourient comme vous maintenant. Comment pouvez-vous sourire? Je pense que c'est la seule façon de continuer. Nous devons continuer à sourire, nous devons rester forts. Nous devons continuer à raconter nos histoires. Et quand nous sourions, nous facilitons peut-être la conversation avec les gens. C'est toujours difficile parfois d'interagir avec les autres lorsqu'on porte un hijab. Mais quand nous commençons à leur parler et que nous leur sourions, nous leur donnons l'impression que nous sommes vraiment là pour vous parler et vous donner des informations. Et pour vous éduquer sur certains sujets que vous ne connaissez peut-être pas. Quand ils nous voient sourire, je pense que cela leur permet de nous approcher plus facilement.
Et cela nous permet de leur parler plus facilement et qu'ils acceptent ce que nous disons. Et quel est ton secret et le secret palestinien pour être plus fort que triste? Parce que la vie de ta famille, la vie de ton peuple. 76 ans peut être comme source de tristesse. Je pense que notre secret, ce sont nos croyances, notre forte croyance qu'il ne s'agit pas d'être, comment dirais-je, comme patriote de la terre. Il ne s'agit pas d'être patriote, de dire que c'est mon pays. Non, c'est parce que les gens essaient de te voler quelque chose. Les gens essaient de voler ta terre, essaient de voler ton identité. Et je pense que le secret pour rester fort, ils peuvent prendre la terre ou essayer de prendre notre terre. Nous n'irons pas. Nous n'irons jamais comme ça parce que ce n'est pas vraiment une question de terre. Il s'agit d'essayer d'effacer les gens comme ça. Et je pense que ce qui nous maintient forts, ce sont nos croyances que lorsque nous mourrons. Nous mourrons sur terre, mais nous entrerons directement au paradis. Je pense que c'est ce qui nous rend forts, que nous n'avons pas peur de la mort. Croyez-vous qu'un jour le paradis soit possible en terre palestinienne? J'adorerais voir la Palestine libre, bien sûr. J'adorerais. Je suis dans la maison de mon grand-père et notre mosquée et tout est bombardé maintenant. Elle n'est plus debout. Mais j'adorerais voir nos pays comme un paradis aussi. Et il n'a même pas besoin de ressembler au paradis, vous savez. C'est juste que d'être là-bas, j'aurais l'impression d'être au paradis simplement parce que je suis dans mon pays. Et le paradis est-il possible même si les Israéliens vivent dans la même partie du monde? Oh oui, bien sûr. C'est toujours le sujet de discussion. En Palestine, par exemple, mon approche serait que tout le monde devrait pouvoir y vivre. Les Israéliens devraient pouvoir y vivre comme les Palestiniens. Parce que lorsque nous remontons l'histoire, les gens qui sont venus en Palestine, ils ont fui l'Allemagne et la Seconde Guerre mondiale et ils cherchaient simplement la paix aussi. Et on leur a dit, vous pouvez y aller et vous trouverez la paix. Et une partie de ceux qui sont venus, ou disons même la majorité de ceux qui sont venus, voulaient simplement vivre dans une terre de paix. Il y a juste un tout petit peu de gens qui avaient une autre opinion, comme les sionistes. Et c'est notre problème. Le problème, ce ne sont pas les gens qui sont venus et qui voulaient la paix et qui voulaient simplement vivre en paix. Et qui vivent maintenant en Israël depuis des générations aussi. Donc, bien sûr, c'est possible à nos yeux ou à mes yeux. Et par exemple, certaines slogans pendant les événements, par exemple de la mer au Jourdain, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Pour moi, cela signifie qu'il y a un espace ou une terre allant de la rivière à la mer. From the river to the sea, that should be free one day. Qui devrait être libre un jour, c'est-à-dire la Palestine, parce que cette région est occupée. Même avec les Juifs qui y vivent, sans attitude sioniste? Oui, bien sûr. Notre plus grand ennemi est le sionisme. Ce ne sont pas les Juifs. Ça n'a jamais été les Juifs, jamais. Ils vivaient en paix ensemble. C'est seulement l'idée du sionisme. C'est la seule chose. Et même vous pouvez aussi le voir dans la société israélienne elle-même.
Je ne sais pas combien il y en a, mais ils ne sont pas tous sionistes. Ce sont juste des gens qui vivent sur cette terre, qui sont venus en quête de paix. Peut-être des juifs, peut-être pas, peut-être qu'ils sont croyants, peut-être qu'ils ne le sont même pas, mais ils ne sont pas sionistes. Le problème, c'est la pensée perverse du sionisme. C'est la seule chose. Mais je souhaiterais que la Palestine soit un pays où chacun puisse vivre en paix. Everybody just is able to live in peace. En allant avec ces jeunes dont je vous parlais à Bonn, où les camps existent depuis 3 mois, et à Aix-la-Chapelle, je vous parlais de cette jeune fille, ça fait 5 mois et demi qu'ils vivent sous la tente à l'entrée de la faculté. C'est une faculté de physique et de biophysique qui contribue, d'après ce que m'ont dit les doctorants qui travaillent là-bas, à améliorer la qualité des armes fournies donc, pour Gaza, pour l'armée israélienne qui sert à Gaza. En sachant que 30% des armes aujourd'hui fournies à Gaza le sont par l'Allemagne. Voilà, donc ces témoignages viennent quand même nous dire des choses qui nous concernent et qui peuvent, si on en parle les uns les autres autour de nous, et si on va au-delà des divisions, peuvent vraiment contribuer à faire changer ce qui se passe. Et comme vous l'avez entendu, là, sur Aix-la-Chapelle, Bonn, moi, c'est ce que j'ai entendu à Gaza et en Cisjordanie, de manière très étonnante, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de rancœur. Il y a des gens qui disent on ne pourra pas vivre avec ceux qui nous ont fait du mal, donc ces soldats de 25 ans qui nous brutalisent, qui nous... Voilà. On ne pourra pas vivre avec des sionistes qui nous considèrent comme des animaux, mais on veut vivre avec les juifs comme on a toujours vécu avec les juifs. Et c'est bien loin quand même des idées que l'on véhicule ici, que les députés hier me disaient entendre en permanence sur leur télégramme de certains députés de l'Assemblée qui leur mettent une pression pas possible, et du discours médiatique et politique dominant. On a rencontré Mme Lejean, conseillère diplomatique Moyen-Orient, et Christophe Oberlin il y a 4 mois. Le discours était aussi fermé que celui de Macron et beaucoup d'autres. C'est-à-dire une seule narration, celle que vous entendez tout le temps, et aucune ouverture, et une approche très néocoloniale, encore comme celle de la conférence qui est prévue donc, au mois de juin aux États-Unis. La solution à 2 États, mais bon, c'est une projection qui ne fonctionne pas depuis des années, et ça n'est aujourd'hui plus trop le discours des Palestiniens qui ont réussi à se mettre ensemble, sans l'autorité palestinienne qui est complètement déconsidérée depuis fort longtemps en Cisjordanie et à Gaza. Pour avoir une projection de travail ensemble entre les différentes factions et de provoquer des élections libres. Voilà. Donc il y a quand même toujours au fond ce rapport d'un dominant et d'un dominé, d'un colonisateur et d'un pays colonisé, et finalement d'un rapport de force où peut-être quand on est syndicaliste, peut-être quand on est hospitalier syndicaliste, on doit ressentir aussi des choses qui ressemble un peu à ce qu'on peut vivre parfois, ou quand on est un peu racisé, ou qu'on a vécu la colonisation dans son pays, ça fait écho. Et je peux vous dire que moi je suis extrêmement troublé quand je rencontre des politiques, et j'essaie d'en rencontrer beaucoup, de ce qui est en train de se passer en France. C'est-à-dire comme le droit n'est pas respecté, tout est possible. Et franchement, le nombre de personnes racisées, des journalistes, des médecins, qui n'osent pas s'exprimer, parce qu'ils ont peur des conséquences, alors qu'ils sont profondément blessés par ce qui se passe, ce n'est pas constitué quelque chose de favorable pour un socle civique de citoyens vivant ensemble. Et je pense qu'on a chacun nos responsabilités là-dedans, et que les syndicats, même si quelques-uns commencent à participer aux manifestations, etc., ne sont pas assez présents en France. Ça bouge un peu plus, je reviens de Belgique. En Belgique, il y a quand même pas mal d'actions qui ont lieu sur les ports. Il y a pas mal d'actions de blocage des industries d'armement. Il y a une synergie possible. Et franchement, c'est tout proche de nos luttes, à nous, dans nos quotidiens hospitaliers ou dans nos usines, etc. C'est le même combat. Oups. Pour moi, peut-être pas pour vous, donc le débat est ouvert. Je vais juste vous projeter juste un truc, si vous voulez télécharger. Je ne projette plus rien, juste que vous puissiez prendre le lien. Je vais vous expliquer ce que j'ai mis dessus.
pense que ça peut vous rendre service vraiment pour en parler autour de vous. Il y en a beaucoup. Si vous avez de quoi prendre le QR code, ça sera parfait. Comme ça, je vous le mets. Non, je sais pas. Tatiana, tu sais faire ça? Ce serait plus simple de nous l'envoyer par mail, non? Ah, mais il y a personne qui veut prendre le QR code? Je vais le faire. Ah, on a un petit QR code et là vous avez. S'il n'y a pas la tête de Cyril, ça ira. Donc là vous arrivez sur un drive, vous avez donc toutes les audios, toutes les vidéos de Gaza et d'Europe et beaucoup de ressources en termes d'informations quotidiennes, de prises de position juridiques de l'ONU, de la Cour internationale, de la CPI. Donc vraiment des outils importants pour travailler sur les recommandations. Et si vous ne l'avez pas vu, allez voir quand même l'investigation d'Al Jazeera. Ça donne une autre idée. Soyez aussi critique que par rapport à tout ce que vous recevez. Mais franchement, ça permet de travailler un peu ces recommandations. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'on a le droit de poser quelques questions? Ouais, bien sûr. Oui, on a encore 10 minutes. Moi, j'ai posé une question. Cyril? Oui, bien sûr. Oui, je prends. Vas-y, Olivier, pose ta question. J'ai l'impression dans les témoignages qu'on a vus que ils ont beau avoir tout rasé, ils ont pas abattu les Palestiniens. C'est-à-dire qu'en fait, quand on entend la jeune femme la dernière là, ça reste un peuple qui est debout, quoi. Même s'ils ont tout rasé. Oui. Et je sais pas quelle impression ça te donne, toi, quand tu y es allé, mais moi, c'est l'impression que ça me donne. Et je pense que là aussi, c'est notre responsabilité comme syndicaliste, d'être solidaire avec les peuples opprimés, en général. Celui-là l'est plus que tout autre, mais en même temps, il n'est pas détruit. Et je pense que là-dessus, il y a une responsabilité syndicale de participer, et je pense que ça c'est effectivement peut-être que ça c'est pas c'est pas très politiquement correct pour les grandes confédérations, mais elles ont pas pris leur responsabilité, je pense. En France en tout cas, ni la CGT, ni EFO en tout cas, ni les autres. La dernière manifestation à laquelle j'ai assisté, il y avait 3 drapeaux syndicaux et le reste, les associations, etc. Mais c'était pas très fourni. Je pense que ça vient aussi d'une chape de plomb en France une pression qui est mise sur les médias, déjà, parce que c'est énorme au niveau des médias. Mais par le biais de Macron, directement, c'est le gouvernement et ses ersatz qui mettent une pression énorme. Moi, à Bichat, au début quelques jours après le 7 octobre, quand ils ont commencé à bombarder les hôpitaux, il y a eu une inscription sur le mur de la fac, qui est en face de la fac, où c'était noté Free Gaza, et il y avait un drapeau palestinien. Et il y a eu une dépêche de presse reprise par la direction de l'hôpital, inscription antisémite. Je vous jure, inscription antisémite, et tous ceux qui veulent maintenant défendre le cessez-le-feu, défendre le fait d'arrêter de bombarder des femmes, des enfants, des hommes, des médecins, sont taxés d'antisémitisme. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce problème-là. Il n'en reste pas moins, et je pense que tu as raison, que la plupart des gens sont opposés à cette situation. Et moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est le fait qu'ils sont debout encore, quoi. Voilà.
Vas-y, attends, je préside la sac, Claire, vas-y. Je fais comme ça après. Claire, on fait un homme, une femme. Merde, c'est toujours ça. Vas-y, Claire. C'était grave ça. Ta question, oups, à la fin, c'était, il y a un parallèle. C'était quoi ta dernière phrase là? Moi, c'était ce pourquoi Cyril m'a invité, c'est-à-dire faire le lien entre cette lutte qui vient toucher quand même notre rapport à l'humanité, à l'engagement et à l'oppression, et le syndicat, et la lutte syndicale. C'est vrai qu'à Bruxelles, à Lausanne, j'ai participé à des manifestations où les syndicats étaient beaucoup plus présents. Là, je suis très proche des différentes associations qui organisent les manifs sur Paris et ailleurs. Ils étaient très déçus. Et l'année dernière, ils ont passé des heures et des heures organisés. Il y avait que 3000 personnes et quelques 3 drapeaux. Il y en a il y avait 10 000 personnes à la rentrée. Il y avait un peu plus de drapeaux. Mais attendez, ce qui se passe, c'est juste... et donc, ce qui va se rejouer, c'est ce qui va se rejouer après le génocide au Rwanda. Mais là, on a une responsabilité totalement directe dans ce qui se passe par non-application du droit. Et on a surtout les informations en direct. Alors, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que les gens disent « je ne sais pas, je suis trop occupé, c'est trop complexe ». Non, c'est pas complexe. Il y a un pays colonisé, il y a un droit international qui n'est pas respecté, et il y a un pays colonisateur qui s'assied complètement sur le droit. Vous l'avez vu au Liban, vous le voyez maintenant en Syrie. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc la question, c'est comment on arrive à dire les choses quand on est engagé politiquement pour défendre les droits des travailleurs, en solidarité avec les travailleurs, mais aussi en solidarité avec un droit qui n'est pas appliqué. C'était sur cette dernière phrase. Moi, ça me paraît clair qu'en étant un syndicat de médecins, déjà, on est médecins, on est soignants, on ne peut pas faire autrement. C'est absolument impensable qu'un syndicat de médecins ne s'exprime pas sur ce qui se passe. C'est des collègues soignants qui sont bombardés, rétamés, les patients, rien que de voir tout ce que tu as montré là, ça me... Waouh, c'est hyper impressionnant, et rien que pour ça, on doit s'exprimer, c'est insupportable de la part d'un syndicat de médecins. Mais après, en tant que travailleur, en tant que syndicat de travailleurs, évidemment, je veux dire, c'est des travailleurs, c'est des gens, c'est la guerre. La guerre, c'est quoi? Ça touche des travailleurs qui sont complètement, qui sont innocents, qui sont asservis par la guerre. Et évidemment qu'en tant que syndicat de travailleurs, en tant que travailleur, on doit s'élever contre la guerre, où qu'elle soit, et en particulier celle-ci, qui est organisée, soutenue par nos gouvernements. Ça me paraît être... On ne peut pas être ailleurs qu'à lutter contre ça en tant que syndicat, et particulièrement syndicat de médecins, et particulièrement dans une confédération ouvrière, je pense. Merci. Alexandre, il y a qui après? Moi, je voulais dire... Alors, bon, ce qu'on voit et ce qui se passe, c'est naturellement, ça nous bouleverse. Je pense qu'il faut pas oublier non plus que ce qui s'est passé le 7 octobre. On peut pas faire abstraction de cette provocation ignoble, inimaginable, qui est à mettre sur le même plan que les dommages et les crimes qui sont subis par la population gazaoui. Ces deux, le Hamas et Netanyahou, et le gouvernement Netanyahou, sont deux forces extrémistes qui s'affrontent à travers les populations civiles. On peut pas dire il y a des bons, il y a des méchants. Là, il y a plein d'Israéliens qui sont complètement opposés, qui sont complètement... il y a plein d'associations israélo-palestiniennes qui ont été constituées contre la colonisation, pour la paix, etc. J'ai lu dernièrement dans un journal italien, l'Espresso, un rapport où c'était un petit peu avant l'intervention, une association qui s'appelle Combattants pour la paix, Combattants for Peace, qui sont en fait, qui est composée de
deux anciens protagonistes directs, c'est-à-dire un combattant palestinien et un autre qui était des unités d'élite israéliennes qui se sont rencontrés, qui ont vu leur convergence et qui se sont dit on peut pas continuer à se battre comme ça, qui ont fondé cette association qui s'oppose à la colonisation, qui vont reconstruire les maisons des gens en Cisjordanie, parce ils sont en Cisjordanie, ils s'opposent aux destructions des bâtiments, etc. Il y a plein de volonté chez les Israéliens de s'opposer à ça et de faire en sorte que ça s'arrête. Il faut savoir que le gouvernement Netanyahou, c'est un gouvernement, on peut dire, qui est fasciste. Il utilise les médias avec quelque chose d'assez semblable à ce qu'on vit ici, mais multiplié par 10 000, quoi. Et il utilise les médias comme un instrument complet d'endoctrinement, de propagande, d'endoctrinement. C'est Himmler, quoi. Hein. C'est pas grand chose de différent. Et en fait, même les combattants, enfin les Israéliens qui sont pour la paix sont eux-mêmes menacés, sont eux-mêmes emprisonnés et sont dans ont peur de s'exprimer également. Tu parlais des musulmans ici, quand tu parles de racisés, je pense que c'est les musulmans auxquels tu fais allusion. Des personnes de couleur qui, aujourd'hui en France, j'ai rencontré beaucoup de journalistes, beaucoup de médecins qui me parlent de leur malaise à pouvoir ouvrir la bouche, qui sont très inquiets, qui me racontent des histoires hallucinantes. Beaucoup de pays ont vécu la colonisation, et c'est une histoire de colonisation encore là. Vous avez vu l'erreur de la Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois et les conséquences. Je voulais dire aussi, c'est que faut pas oublier que le Hamas, c'est pas des petits saints, quoi. Dans leur charte, dans leur première charte, qu'ils ont dû modifier par la suite parce que ça passait pas trop bien. Mais l'article 1er de leur première charte, c'était la destruction d'Israël. C'était la première charte. Oui, la première charte, c'était la destruction d'Israël. Il y a une deuxième charte qui a été faite où cet article a été viré, mais les choses ont quand même pas complètement changé vis-à-vis du Hamas. Ils ont utilisé, détourné, multiplié les détournements de fonds de tous l'argent qui était destiné à Gaza, de l'Europe et de tous les organismes à leur fin, afin de construire des tas de trucs, des tas d'infrastructures militaires pour préparer une offensive sur Israël. Vous êtes soignant. Gaza a invité Christophe Oberlin, qui connaît bien mieux la situation. Gaza avait la proposition de soins, le même nombre d'hôpitaux et les mêmes niveaux de soins que la ville de Paris. Je pense qu'il est intéressant de parler avec des gens qui connaissent bien de ce sujet-là, parce que c'est rempli de représentations. Je peux vous dire simplement que le Hamas est quand même un gouvernement. Les fonctionnaires qu'on a vus, tous les directeurs d'hôpitaux, tous les médecins, sont membres du Hamas parce qu'ils sont fonctionnaires. Comme quand on travaille dans un hôpital, on est en lien avec le gouvernement. Et toutes ces personnes-là sont poursuivies aujourd'hui. Toutes ces personnes-là sont assassinées aujourd'hui ainsi que leur famille. Et donc, je ne parle pas des fonctionnaires, je parle des combattants, mais je parle du Hamas politique. Non, du Hamas militaire. Le Hamas politique, c'est des fachos, c'est les mêmes. C'est des fachos. On ne peut pas dire autrement. Vous avez exprimé votre point de vue. Mais Alex, t'as fini ou pas? Donc tu voulais ajouter quelque chose? Là, je propose que chacun puisse s'exprimer librement. Le sujet est trop grave et tout ça, et je suis très content qu'on puisse avoir une conversation apaisée là-dessus. Chacun dit ce qu'il a envie de dire, mais on ne fait pas de dialogue sur oui, je pense que si, je pense que les combats d'opinion n'ont pas lieu ici. Mais par contre, si t'as fini, c'est bon, mais si tu veux ajouter quelque chose, t'es le bienvenu. Après, non, ce que je veux ajouter, c'est simplement que effectivement, je compatis complètement avec l'horreur qui se fait, qui fait de la population gazaoui en fait c'est une punition collective en fait. C'est une punition collective qui est horrible, quoi, ça n'a pas lieu d'être, quoi.
parlais de s'asseoir sur le droit international. Oui, c'est s'asseoir sur le droit international. Il y a les États-Unis qui ont dit basta, on est d'accord, on donne carte blanche, et toutes les puissances occidentales ont suivi derrière, ce qui explique effectivement que la télé sous les ordres de Macron et tous les médias déversent un seul son de cloche. Je suis complètement d'accord avec ça. Ok. Merci. Oh, Je sais pas bien. qui était dans le Et à quelle heure on va boire un coup Ouais. Moi, Effectivement, moi je trouve que merci pour tout ça. C'est terrifiant. Mais je suis pas d'accord sur un point, c'est sur l'implication des syndicats. Et moi, je veux faire la différence entre les appareils syndicaux et les syndicats. Parce que des syndicats, il y en a plein qui ont pris des positions. Je suis bien passé pour le savoir. On a pris une position, je pense, très tôt, quasiment dès le mois de novembre, sur le CHU de Nantes, en appelant au cessez-le-feu. Des unions départementales ont appelé au cessez-le-feu. Il y a des syndicats qui ont fait ce travail-là. Ça a même généré d'énormes discussions dans les instances syndicales. Par contre, les appareils syndicaux, là je suis tout à fait d'accord, les confédérations et les fédérations, elles ont été complètement absentes. Elles ont même essayé de balayer le sujet, d'éviter la discussion. Je dis pas ça pour me justifier, mais je pense que c'est important c'est important de faire la différenciation. On en a parlé tout à l'heure, on en a parlé sur le 10 octobre, enfin sur le 10 décembre, le 10, 11, 12, où des syndicats voulaient aller se battre pour les revendications alors que les fédérations ne l'ont pas eu. Donc voilà, je pense que c'est important, et il y a eu des manifestations massives à Nantes qui ont réuni plusieurs milliers de personnes, parce que justement les syndicats appelaient les unions départementales appelaient en intersyndical. Et donc il y a eu des très belles manifestations. Je sais qu'il y en a eu d'autres ailleurs et qu'il y en a encore d'autres ailleurs, justement. Donc je pense que c'était justice aussi de rappeler qu'il y avait quand même des syndicats qui se battaient et qui sont justement sur cette ligne syndicale de la paix. Enfin, pain, paix, liberté, c'est quand même le slogan de Léon Jouot, le fondateur, enfin l'un des fondateurs de Force ouvrière. Il ne faut pas l'oublier. Par rapport à l'État, comment il perçoit ça, il ne faut pas oublier effectivement qu'on a un passé colonial monstre et qui est encore même malheureusement très présent. Tu évoquais la Kanaki. Je pense que c'est une image moi qui m'a choqué, mais il y a quelques mois, Darmanin recevait un fouet d'un des commissaires de Kanaki. Et il avait l'air très content de le recevoir, il trouvait que c'était un bel objet, quoi. On est en 2024. Donc faut pas s'étonner après que ces colonialistes, tous, ils sont d'accord en fait. Donc, ils partagent le gâteau à la fin. Je peux pas m'empêcher de parler de ce sujet de la guerre et des 413 milliards qui sont alloués, que Macron a alloués dans notre pays. Il y a 413 milliards pour la guerre dans notre pays. C'est au détriment de nos écoles, c'est au détriment de nos hôpitaux, et surtout de cette escalade guerrière qu'on vit, parce qu'effectivement, il y a Gaza qui est l'horreur, mais aujourd'hui, on vit dans une escalade guerrière totale, avec ce qui se passe effectivement en Ukraine, et puis ce qui se passe aussi au Moyen-Orient, la Syrie, le Liban. Je disais tout à l'heure qu'Israël prévoyait même peut-être d'attaquer l'Iran et ses sites nucléaires. Enfin, on est vraiment dans un monde, là, avec les 400... Enfin, dans une économie de guerre, je pense qu'il faut le dire. Et avec les conséquences, avec tous les plans qu'on a, avec tous les plans de licenciement, etc. Donc on est dans un monde ultra violent, et effectivement, je pense que les fédérations et les confédérations devraient prendre position, devraient s'organiser pour défendre les travailleurs, quels qu'ils soient, partout dans le monde. Et pain, paix, liberté. Et cesser le feu à Gaza et partout dans le monde. Voilà. J'ai 3 prises de parole qui ont été demandées. J'ai juste oublié, et ça appelle la question du racisme aussi en France. Parce que malheureusement, je pense que ce qui se passe à Gaza, c'est aussi beaucoup tué, parce qu'il y a cette histoire de racisme aussi. Je vais parler très crûment, il faudra peut-être le couper, mais il y a beaucoup de gens, c'est des Arabes, donc on s'en fout, et ça me terrorise. Et donc voilà, pain, paix, liberté, cesser le feu. Voilà. Là, c'est moi qui vais couper. Alors, j'ai 4 prises de parole. 1, 2, 3. Juste aussi. J'ai retrouvé le tag antisémite effacé le lendemain. Le tag antisémite à Bichat. Donc on a eu quand même droit à un communiqué de presse de Nicolas Revel le jour même. Il était inscrit sur le mur. Décolonisons la médecine. Fuck antisémitisme. Free Palestine. Fuck apartheid.
Voilà. Ils savent pas lire. C'est honteux. Ils savent pas lire, Abisha. Merci pour ce reportage. Clara, tu travailles demain? Tu travailles? Pourquoi t'es pas là? Je vais me dire, en dehors des syndicats intenses. Alors, Merci. Merci pour ce reportage. À la fois, ça soulève aussi que médiatiquement, depuis plusieurs années, les médias ont une influence sur Gaza qui parle plus de politique et de règlements politiciens. Et on ne parle pas assez de ce qui se passe, justement concernant l'humain qu'il y a derrière et les conséquences que tout ça amène. Nous, on le sait, mais si je dois prendre la vitrine extérieure, quand je discute autour de moi, c'est oui, mais tel ministre a dit ça, tel ministre a dit ça. Effectivement, dans les syndicats, ça amène la divergence politique. Et au final, on ne parle plus de santé, d'humain. Est-ce que vous soulevez c'est une bonne question, mais moi, à mon niveau, ce que je vois, c'est quand on parle de ce qui se passe à Gaza, on parle de politiciens, on ne parle pas d'hommes. Et des reportages comme les vôtres, si vous avez des appuis, il faut que la population française les voit d'une autre forme, mais qu'elle en prenne conscience. Parce que la population française, elle parle de politique. Je suis dans des mondes associatifs en dehors de mon syndicat, on parle de tout. Et effectivement, quand je suis dans ces sujets-là, parce que je fais partie de la santé, on ne me parle pas des gens qui se font tuer. On me parle que le ministre de lui a dit ça. Et je pense que ça a une influence du fait qu'effectivement, c'est une bonne remarque. Qu'est-ce qu'on fout en France, nous? Nous qui avons tellement de valeurs et une démocratie avec un système de santé sur lequel où on devrait tous être égaux sur la santé, eh ben, qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce qu'on fout? Parce qu'on n'a pas la bonne information médiatique. Et moi, je le vois dans mon quotidien, je le vois dans les confédérations syndicales où, effectivement, il y a des prises de parti parce que certains pensent que c'est trop politisé. Et nous, on leur dit non, mais il y a des gens qui meurent. Et nous, on est de la santé, on veut défendre ça. Alors, nos confs, effectivement, nous disent vous y allez, on y va, mais on n'a pas le drapeau. On vient en tant que citoyen. Mais je pense que le point noir où il est dans tout ça, c'est que les médias ne nous renvoient pas la bonne information. Elles nous parlent de leur guéguerre ministre, que lui, il a donné tant de milliards, et que les États-Unis vont rajouter tant de milliards, et que lui, il a donné tant de paquets à Gaza. Et je pense que vous avez votre rôle aussi, vous, peut-être, si vous avez des relations médiatiques, qui puissent aussi exprimer à la France médiatiquement, en dehors de ces politiciens qui envoient des sous, blablabla, derrière, il y a des soignants, il y a des malades, il y a des médecins de tous les pays qui ont des choses à montrer. Et je pense que ça peut nous aider à lancer un train, parce que c'est ce qui manque. Maintenant, vous l'avez chacun, c'est-à-dire Alors, que ça ne passe maintenant. Je sais pas comment les médias, on s'en n'y a pas sert. accès. Les médias, moi, ça fait 10 mois qu'on se bat pour montrer tous les comités de rédaction. Je leur envoie 2 courriels par jour et 2 trucs avec plein d'informations. C'est compliqué, ils sont sous pression. Et quand on les interroge sur leur éthique et leur déontologie, ils sont très très mal à l'aise, parce qu'ils sont aussi mal à l'aise que ce que vous avez dit tout à l'heure. Chacun est humain et chacun est bouleversé par ce qui se passe, mais ils ont un N+1 qui est N+1 qui est tenu par vous savez qui fait que... Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Et donc, franchement, on n'y arrive pas beaucoup. Donc, ça passe par les citoyens. Donc, c'est la mobilisation citoyenne, la mobilisation syndicale très importante aussi. Et il n'y a que comme ça. Et puis, clairement, les choses sont en train de sortir. Le rapport d'Amnesty, la rapporteuse spéciale de l'ONU, il y a quand même des choses qui aujourd'hui sont... Parce qu'on ne croit pas trop à la parole arabe. Quand moi je vais au Parlement européen, au Sénat, on dit « Rentre, parle, vas-y toi, parce que t'es blanc, t'es pas musulman, on t'écoutera. » Et c'est des collègues qui travaillent avec moi, mieux que moi, qui ont une compétence bien supérieure, mais ils disent « Nous, on est de la partie, on ne va pas nous écouter. » Et les politiques en face, ils disent « Oui, ils ont raison. » Quoi? C'est insupportable. Notre DG a demandé à ce que les étudiants voilés ne rentrent plus dans l'hôpital. C'est parlant, ça. Qui c'est qui a dit qu'il y avait des racistes? N'importe quoi. Allez, Basile, après Charles-Marie, et après un petit mot pour moi, et après un petit mot pour Pascal. S'il a envie. Dans quel secteur tu penses que un appel à la grève par les syndicats, parce que ça reste quand même l'outil principal d'action du syndicat, dans quel secteur un appel à la grève aurait, et du blocage par
qu'on fait quand on est dans un syndicat aurait le plus d'impact sur la situation? Clairement, on est dans un moment où tous ceux qui se battent pour les droits des Palestiniens en ont marre de se limiter aux petites manifs du samedi, et donc on veut aller sur d'autres choses. Donc, sur les blocages de l'industrie qui fournit des armes, sur les blocages des bateaux qui amènent ce qu'il faut en Israël, sur juste respecter le droit international. Ce qu'a dit l'ONU il y a 3 jours, c'est-à-dire dans 9 mois, il ne doit plus y avoir de colons en Cisjordanie, Gaza doit être libéré, et arrêter dès aujourd'hui, c'est le droit, arrêter dès aujourd'hui toute coopération qui facilite la colonisation. Donc, toutes les entreprises d'armement en France, toutes les entreprises de technologie qui peuvent faciliter. Après, ça peut prendre d'autres formes. On réfléchit à quelques-uns à des occupations symboliques de lieux symboliques, à Bruxelles ou à Strasbourg. Par exemple, au sein du Parlement européen, je suis en contact avec 5 personnes qui coordonnent 250, beaucoup de syndiqués, sur 30 000 employés à Bruxelles, entre la Commission et le Parlement. Franchement, on aurait besoin d'avoir quelques petits contacts syndicaux pour pouvoir nous ouvrir les portes dès la visite, pour pouvoir aller faire ce qu'il faut sur la façade du Parlement. Il y a quand même, vous rentrez là-bas, il y a marqué Democracy Now, ok, mais ça serait peut-être intéressant d'y rajouter des choses. Bon, voilà. Donc on a besoin de synergie avec des gens qui sont dedans, qui ont des compétences, qui sont d'accord pour faire des actions non violentes physiquement. Après, il peut y avoir un peu de dégradation physique si c'est des entreprises, des trucs, des chouettes, mais en tout cas pas de violence physique. En tout cas, les Palestiniens sont clairs là-dessus, et parce qu'ils savent que ça produit l'inverse sinon. Et puis ensuite, les blocages. Je sais pas, entre les bateaux qui passent dans le sud, dans le nord, à Nantes, il y a des choses à inventer qui sont nécessaires. Donc il faut de la synergie là-dessus. La grève, je sais pas ce que ça fait une grève, à part perdre un peu de son salaire. Est-ce que ça a vraiment un impact, nos grèves? Si ça bloque l'économie, oui, mais à grande échelle. C'est une vraie grève. Mais là, une vraie grève, est-ce que vous pensez que les Français aujourd'hui sont prêts à faire une vraie grève pour l'application du droit international et qu'on arrête de massacrer le peuple à Gaza? Je ne crois pas. Et sous l'angle de vue de ce que ça produit chez nous en termes de, par cascade, de destruction des services publics, de l'hôpital, de l'école, de la justice, oui. C'est exactement c'est absolument intimement lié. Oui, mais de manière fonctionnelle, pour appliquer la loi et éviter que les bateaux continuent à livrer des armes, que nos entreprises continuent à livrer de l'intelligence artificielle, etc. C'est opérationnel tout de suite, et c'est vrai que si on a des entrées, il y a quand même beaucoup de gens qui sont prêts pour faire des actions, mais s'il y a des entrées à l'intérieur qui connaissent bien le truc, c'est quand même très facilitant. Donc voilà, c'est peut-être pas très visible, plutôt très discret, mais très fonctionnel. Charles-Marie. Pour dire que c'est une situation quand même à la fois extrêmement simple et extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée parce que on a déjà beaucoup parlé. En tout cas, la France, c'est le premier pays d'Europe en termes de musulmans, en termes de juifs à la fois. Et même si on est plus sur un problème qui tient plus de la politique que de la religion, tout ça est très intriqué et c'est clairement pas facile. Extrêmement simple. Pourquoi? Parce que le message qui a été adressé par le SNMHFO et puis avec d'autres syndicats, il est totalement valide et incontestable. Cessez le feu immédiat, soins possibles pour la population. Et là-dessus, franchement, moi je suis fier que le syndicat ait pris position. Non, Alex, c'est vraiment indispensable. Allez, je voudrais pas te frustrer quand même. Non, je te remercie. Pour moi, tu fais par contre. Ouais, je vais faire court. Pour moi, cessez le feu immédiat, les soins pour la population et libération des otages. L'un et l'autre va complètement ensemble. Libération de tous les otages. Oui, des deux côtés. On n'a pas eu jusque-là. Et les 10 000 aussi à côté. Ok, mais. C'est bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui. Donc, je vais faire mon intervention et puis. Après, c'est Pascal qui conclura, s'il a envie. D'abord, je voudrais lire un paragraphe de la charte d'Amiens, parce que j'en ai tellement entendu. Mais cette besogne n'est qu'un côté de l'œuvre du syndicalisme. Il prépare l'émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Il préconise comme moyen d'action la grève générale, et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupe de production et de répartition, base de réorganisation sociale. C'est le 3e paragraphe sur 6 dans la charte d'Amiens.
Il y a rien genre ça, si c'est pas le truc le plus politique que j'ai jamais lu de ma vie, c'est le truc le plus politique que j'ai jamais lu de ma vie. Et ça intègre la question de la paix. Et ça intègre la question de la grève. Et ça intègre le fait que nous, on pense quand même, et on l'a vu, on l'a expérimenté, que la grève des dockers de la côte est des États-Unis, 14 ports sur 25, je sais plus combien exactement, 14 ou 16 ports en grève totale. Augmentation de 62% sur 4 ans de leur salaire. Biden qui se déplace en disant non, mais vous voulez combien, je vous fais tous les chèques qu'il faut, parce que ça mettait en péril son programme d'alimentation en armes. Et uniquement pour cette question. À Gênes aussi, pareil. Et pour des questions très matérielles et tout, les mecs ils disent non, nous on charge plus les armes. Donc effectivement, je pense que le plus facile, même s'il est extrêmement difficile, mais le plus rapide moyen d'arrêter la guerre, c'est quand on arrête de livrer les armes. Et la classe ouvrière, organisée, elle a quand même ça dans les mains. Avec plus ou moins la conscience de ça et tout ça. Après, moi, j'aurais quand même... Alors, je suis très heureux de ton intervention, Charles-Marie. On peut pas faire plus limpide. Boum, boum, voilà, terminé. Qui est-ce qui vient me prendre la tête avec ça? Et je peux te dire qu'on en a entendu, hein. Et même on a entendu des insinuations d'une glauquitude, d'une salissure sur nous et même dans nos rangs. Et surtout dans nos rangs, parce que l'autre connard, non, pardon, que mon cher confrère, parce que c'est un confrère, m'attaque au titre de l'article 13, 3, 31, 3, 13 et 31, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire des bêtises, et que nous, on a dit qu'il y avait eu un bombardement sur l'hôpital, alors qu'en fait, c'était pas du tout un bombardement, c'était une explosion. Et le mec, et qu'on prêtait dans notre tract une intention génocidaire. Bon, il se trouve qu'entre-temps, l'intention génocidaire, le risque, elle a été démontrée par A plus B. Mais nous, on n'avait prêté rien du tout à personne. Et on peut même pas nous dire qu'on est pro-palestinien. Je me souviens d'un des médecins avec qui on est en contact qui a été en Cisjordanie. Chaque année, depuis des années, il a été en Cisjordanie. Et une fois, j'étais avec lui dans une mission en Mauritanie. Il se présente au mec de l'OMS, il dit je suis le docteur Levrat, chef de service de réanimation à Annecy, et je suis pro-palestinien. J'imagine le mec, il est fou, quoi. C'était en 2000, c'était pendant le Covid. Bah, mais moi, je suis pas pro-palestinien. Moi, je suis pro-personne. Hein. J'en ai rien à foutre. J'ai pas de camp. Mais simplement, on ne peut pas accepter les trucs. Et c'est ce que a dit, de manière brillante, je répète pas, Charles-Marie. Ceux qui viennent me dire ouais, mais c'est pas le terrain syndical et tout ça, maintenant. Après cette intervention qu'on vient d'avoir ce soir, maintenant ils vont plus me le dire, je te promets. Je leur laisserai pas le temps de développer leur argumentation. Et donc voilà, sur la question de notre position. Après, il y a un truc que moi j'ai découvert quand même, parce que depuis 1990 je me suis battu comme comité d'étudiants en médecine contre la guerre, contre les bombardements. Janvier 1991, pardon. Là, j'ai dit, il y a une limite à tout. Donc là, la limite, elle est franchie, nos avions, tout ça, machin. J'ai été content de voir que le copain de Pascal, en 2003, a dit non, mais on n'y va pas et tout. Je me suis pointé en Amérique, j'ai fait une énorme manifestation complètement par hasard, j'étais là en touriste, à San Francisco, j'arrive, t'avais non, peut-être pas 1 million, mais t'avais 500 000 mecs, avec les manifs à l'américaine, tout le monde. Et il gueulait, parce que le Bush allait faire son discours d'investiture, et nous, on n'a jamais parlé en France, hein. From Iraq to Palestine, occupation is a crime. Comme un seul homme, tout le monde disait ça. From Iraq to Palestine, occupation is a crime. Je répète doucement pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Et donc voilà, les choses sont... C'est pour aller dans le sens de limpide et tout ça, c'est quand même clair. Et il y avait toutes les organisations syndicales là-bas, parce qu'aux États-Unis, la FLCAO, elle est affiliée au Parti démocrate. Je veux dire, ils ne sont pas là en train de te dire oh, la politique, c'est pas nous. Ok. Et donc, et je voulais conclure en disant ça. Et donc, j'étais chargé de cette orientation, disons, syndicale. Et en plus, j'avais eu des informations sur le fait que, là, effectivement, cette solution à 2 États, mais c'était quoi cette histoire? C'était la solution à un État qui se discute. Maintenant, à l'époque, tout le monde qui disait ça, c'était pas passé pour fou, mais là, on en discute quand même. Bon, là, par contre, c'est vrai que c'est pas notre terrain, nous, comme syndicat, d'aller discuter de ça. Mais bon, c'est bien quand même de... Et puis, donc, je me sentais assez tranquille, c'est-à-dire qu'il faut pas faire ça. Je savais à peine où c'était la Palestine,
Ouais. Et j'ai appris, chemin faisant, parce que j'étais obligé de me documenter un petit peu ces derniers temps, parce qu'il fallait un peu avoir du répondant. J'ai vu que la Cisjordanie, effectivement, tu l'as évoqué, ils avaient le même niveau, tu l'as évoqué pour Gaza, sur le niveau de soins. Le pronostic du cancer du sein en Cisjordanie, c'est le même qu'en France. Les mecs sont super, ils ont des gens hyper compétents, super éduqués, parce qu'on véhicule t'appelles ça comment, le récit, hein, non, c'est ça, une narration. On te véhicule une narration qui te fait croire qu'en fait, les mecs, effectivement, bon, c'est des sous-hommes, on est quand même obligé de le reconnaître, quoi. On t'a quand même inculqué ça. Et donc, j'étais étonné, mais je le dis sans pudeur, hein, sans fausse pudeur, j'étais étonné de voir à quel point c'est des gens, à quel point c'est des humains, en fait. Ils sont super développés, ils ont une culture de dingue et tout ça, une éducation de dingue qui n'a rien à envier à l'autre. Bon, ça c'est un effet du problème. Et puis, je les prenais un peu de haut, les collègues, avec l'éthique, tout ça. S'il y a un truc que j'aime pas, c'est l'éthique. Moi, je suis un adepte du droit, de la déontologie, l'éthique, c'est un truc. Le coup de la Cour pénale internationale, au début, je regarde, tu crois que la Cour pénale internationale et tout, mais n'empêche que, avec leur travail, et ce qu'ils ont fait sur les questions un peu morales, l'angle un peu moral qu'ils ont fait, l'angle purement soignant, en disant, voilà, l'angle de justice, vous avez entendu tout ce que je racontais sur les problèmes avec la justice. Et ben, ces mecs-là, en plus la légitimité qu'ils ont parce qu'ils ont été soignés là-bas, et que nous, ce qu'on a fait avec les confédérations et tout ça, bon, bah, je trouve que la discussion qu'on a menée ce soir, c'est une discussion de très très haut niveau, de la position du syndicat là-dedans, de comment on discute avec tout le monde, de comment il y a une sorte d'universalité qui se dégage quand même dans cette discussion, et que... Là, je vais me foutre à pleurer. Ah, mais c'est la faute de Claire en plus. Non, c'est la faute de Claire. Bah, évidemment, c'est la faute de Claire. Ah bah alors. Non, mais du coup, je perds mes mots. Cette universalité, oui, le truc dont je suis le plus fier, il disait je suis fier d'être le syndicat qui a fait ça, mais moi, je suis fier de deux choses dans ma vie. Et d'avoir cette attaque sur le dos contre nous. On disait, toi, t'as pas de petits-enfants encore, mais ces petits-enfants qui vont me dire tout ça, qu'est-ce que t'as fait? Ben moi, on a porté plainte contre moi pour avoir dit cessez le feu. Et dans des termes ignobles. Et on racontera demain exactement les détails de ça. Comment le cher confrère en question, il s'appelle Richard Praski. Il est ancien président du CRIF. Et là, on touche. Et j'ai eu en face de moi quelqu'un qui défend le sionisme. Je te promets que j'ai eu en face de moi un confrère, c'est un nazi. Ce mec-là, c'est un nazi. Dans ses propos, dans ses conceptions, parce qu'il considère qu'il est obligé de raser le truc, parce que sinon il n'y a pas de solution. Lui, il est pour un État. Mais un État où ils sont tous pour les Palestiniens. Et il est vraiment pour ça. Il le considère vraiment. Et ça, c'est pas un truc contre lequel il est évident qu'il faut qu'on s'explique. Et moi, j'avais pas compris toute l'ampleur du truc. Et quand je me suis retrouvé avec le président du Conseil de l'Ordre, l'avocat et ces gars-là en face, ben là, tu touches des trucs du doigt. Et il considère que l'aviation alliée a eu raison de raser Dresde en 1945 complètement, même si l'armée allemande était défaite et tout. Et il m'a demandé de ma position là-dessus, est-ce que j'étais d'accord pour le fait qu'ils avaient eu raison de raser Dresde? Parce que c'était tous des nazis et qu'il n'y avait pas d'autre moyen de se débarrasser de ça. Okay. Je dis au président, je ne sais pas répondre à ça. Il me dit, si, tu dois lui répondre, c'est un article 56, comme lui il est blessé par tes propos, tu dois lui répondre. Donc j'ai répondu que je ne savais pas trop, que je n'étais pas historien, tout ça exactement, mais qu'il ne me semblait pas qu'il y avait 500 000 nazis qui sont morts ce jour-là. Et après je lui ai dit, est-ce que je dois me prononcer aussi sur Hiroshima et Nagasaki? Non mais tu vois, ça rigolait pas du tout. Hein. Surtout que à ce moment-là, je me demandais si j'allais garder mon boulot quand même. Hein. Parce que ça rigolait pas du tout. Hein. Donc, pourquoi je raconte ça? Je me suis un peu... Non, pour dire que oui... pour clôturer. Pour clôturer. Moi, je vous invite juste pour clôturer un petit peu, d'écouter davantage la parole des Palestiniens. Il y a un bouquin qui vient de sortir, conduit par Ilan Pappé, qui est un historien israélien très engagé, et Ramzi Baroud, qui est un journaliste américain. Et ils ont donné la parole à une trentaine de personnes, trentaine de Palestiniens, sur place ou dans la diaspora,
Et je peux vous dire que c'est extrêmement intéressant à lire, parce que ça vient vraiment relater. C'est aux éditions La Guillotine. Ça se lit facilement et c'est intéressant. Voilà. Bon, on le note et on... Ça vous va bien? C'est nos Libérons la Palestine, ou c'est Ramzi Baroud et Iliane Papé, édition La Guillotine, vous allez le trouver direct, il est sorti il y a quelques jours. Édition La Guillotine. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous.